après avoir passé en revue et discuté des grandes études présentées en outline sur les différentes thématiques, on va passer un petit peu de temps sur les recommandations. Il y a eu 5 recommandations mises à jour nouvelles durant ce congrès à Madrid. Et on va s'attarder un peu sur celles sur les valvulopathies, sur les premières sur myocardite et péricardite, et sur une actualisation en ce qui concerne les dyslipidémies. Donc on va écouter tout d'abord les recommandations sur les valvulopathies par Fabien Pras. Durant les SC 2025, j'ai eu le plaisir de présenter les nouvelles guidelines avec de nombreuses recommandations, puisqu'il y a eu énormément d'évidence qui a été publiée depuis 2021. Ce qui sort de ces nouvelles recommandations, c'est en particulier l'extension du TAVI pour les patients qui ont plus de 70 ans et qui peuvent être traités grâce à un accès transfémoral. D'autres messages très importants est l'extension du traitement plus rapidement chez des patients avec une sténose aortique asymptomatique, en particulier si le gradient est élevé, et ce traitement peut être fait soit en utilisant la technique TAVI ou alors le remplacement chirurgical selon la décision du Heart Team. En termes d'imagerie, on a de très nombreuses évolutions, en particulier le rôle beaucoup plus important du scanner et de l'IRM. Le scanner qui est utilisé pour le screening de la maladie coronarienne, on a plusieurs recommandations autour de ça, et aussi avec l'utilisation, qui je pense est un point très important, des informations qui sont obtenues durant le scanner de planification pour le TAVI par exemple, qui permettent d'exclure la maladie coronarienne chez ces patients, des patients chez qui potentiellement il n'est pas nécessaire de faire une angiographie. Durant le SC 2025, on a présenté également de nombreuses nouvelles recommandations sur le traitement de la valve mitrale. Ce qui est extrêmement important dans le traitement de la valve mitrale primaire, c'est en particulier un traitement qui est fait plus tôt chez des patients qui sont asymptomatiques, et le traitement de première ligne dans cette situation-là, c'est la réparation chirurgicale. Un autre point extrêmement important, c'est la nouvelle recommandation de classe 1 que l'on a maintenant pour le traitement de l'insuffisance mitrale secondaire chez les patients donc avec une insuffisance cardiaque. S'ils remplissent les critères qui ont été sélectionnés dans l'étude COAPT et dans l'étude Reshape HF2, ces patients sont éligibles et le traitement par transcathéter edge-to-edge repair est recommandé pour cette population. Sur le traitement de la valve tricuspide, ce que l'on a recommandé, c'est également une utilisation de plus en plus fréquente du traitement transcathéter de la valve tricuspide. C'est maintenant une classe 2A. On va devoir apprendre encore énormément, mais je pense que la contribution aussi de la science française est très importante ici, avec l'intégration du TriScore pour stratifier mieux ces patients. On peut s'attendre à une augmentation du nombre de thérapies transcathétaires qui vont être proposées aux patients en raison du fait que la chirurgie est moins utilisée et à plus haut risque chez cette population de patients. Donc, avec l'essor du traitement percutané des valvulopathies, le nombre d'études récentes, on s'attendait vraiment à des actualisations et des upgrades de différentes recommandations. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour le rétrécissement aortique, pour commencer? Donc, ça va être quand même une petite révolution, puisqu'on abaisse l'âge de 75 à 70, c'est-à-dire que les patients qui ont 70 ans ou plus sont pour le TAVI, quel que soit le risque chirurgical, ça c'est vraiment très important, à condition que ce soit une valve tricuspide et que la voie fémorale soit possible. Donc on a ça switché de 75 à 70, ce qui fait que ça va quand même représenter beaucoup de patients. Mais moi je trouve aussi que l'élément important, c'est qu'ils ont insisté sur le patient, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 patients qui étaient présents dans la task force, et donc on a une vision aussi du patient dans le traitement de ces valvulopathies. Et le patient est au centre, c'est-à-dire qu'on doit discuter du traitement avec le patient, et c'est le patient qui a le dernier mot. Et aussi la nécessité que toutes ces interventions valvulaires se fassent dans des centres spécialisés. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout, pour le moment encore, au niveau des recommandations européennes, à un élargissement sur des centres qui n'auraient pas cette habilitation, c'est-à-dire qui ne pourraient pas offrir aux patients l'ensemble des traitements qui vont du traitement médical à la chirurgie ou au traitement percutané.
En ce qui concerne l'insuffisance mitrale secondaire, fonctionnelle, dans l'insuffisance cardiaque, il y a également un pas en avant pour accorder une place plus importante au clip de cette insuffisance mitrale. Donc ça a été basé sur plusieurs études. C'est très important parce que c'est une recommandation maintenant de classe 1. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en deuxième ligne, troisième ligne, etc. Donc c'est vraiment une recommandation très forte. Alors évidemment, ce n'est pas non plus tous les patients. C'est des patients qui ont évidemment des IM sévères, des caractéristiques anatomiques de l'IM compatibles, et puis qui ont un ventricule gauche qui n'est pas encore pas trop abîmé, c'est les fameux critères coaptes, avec une effet entre 50 et 20%, et un diamètre systolique qui est inférieur à 70 mm, moins de 70 mm de mercure. Enfin, il y a quand même quelques critères à respecter. C'est des patients qui restent symptomatiques, sous traitement optimisé quand même. Et on se rend compte à quel point la sélection quand même est importante dans cette population. Je ne parle pas du TAVI où c'est relativement simple, la physiopathologie et les indications. En revanche, la mitrale et encore plus la tricuspide, c'est vrai que ça devient difficile de sélectionner le patient idéal pour essayer d'obtenir une amélioration de la survie et pas sûrement de la qualité de vie, par exemple pour la valve tricuspide. Donc je pense que c'est un vrai sujet des années à venir d'essayer de sélectionner au mieux les candidats, et c'est vraiment pas facile. L'évaluation de la tricuspide et la possibilité d'une réparation percutanée, ça nécessite vraiment une expertise échographique qui est importante, qui ne s'improvise pas, d'où l'importance effectivement des centres spécialisés. Donc ça, on n'est pas encore dans la routine, comme on l'est déjà presque pour la fuite mitrale. Alors il faut souligner quand même que du coup le score français, le TRISCORE, a été maintenant fait partie intégrante de ces guidelines. Et juste, je voulais aussi rajouter un point qui est différent des précédentes, c'est le traitement des patients asymptomatiques qui ont un retrécissement aortique sévère mais qui sont asymptomatiques. Et du coup, dans ces guidelines, c'est quand même du 2AA, donc c'est quand même une forte recommandation, où l'on dit on peut traiter des patients qui ont un retrécissement aortique sévère qui sont asymptomatiques, prouvés, et pour lesquels la surveillance clinique peut sembler difficile. On pense que le patient va pas revenir, on pense qu'il y a un manque de surveillance possible. Eh bien, dans ces cas-là, ces recommandations disent « Ok, vous pouvez intervenir, et vous pouvez intervenir soit par la chirurgie, soit par le TAVI ». Pour en savoir plus sur ces nouvelles recommandations, je vous donne rendez-vous sur Cardio Online le mardi 7 octobre pour une émission spéciale intitulée « Identifier, évaluer et prendre en charge le rétrécissement aortique » dans le contexte des recommandations 2025, ESC, EACTS, 7 octobre, notez ça sur vos agendas. Maintenant, on va passer à de nouvelles recommandations, donc sur les myocardites et les péricardites. Et Mathieu Carneis va nous en faire un résumé, puisqu'il faisait partie du groupe de travail qui a élaboré ces recommandations. Durant le SC 2025, on a eu la chance d'avoir la présentation des guidelines, des recommandations européennes sur la myocardite et la péricardite. C'est les premières guidelines, puisqu'elles n'existaient pas dans la myocardite. Le premier point, d'abord, c'est la création d'un chapeau, d'une ombrelle, qui s'appelle IMPS, et qui regroupe des atteintes inflammatoires du myocarde et du péricarde. C'était de reconnaître que ces patients partageaient une maladie qui était proche, avec des mêmes étiologies, des présentations cliniques qui pouvaient être souvent comparables, et surtout des modalités de diagnostic qui faisaient appel aux mêmes outils, et en particulier à l'IRM. Le deuxième point de ces recommandations, c'est le rôle important de la génétique, notamment dans les myocardites, avec des points d'appel qui doivent vous faire dépister, rechercher des variants sur le panel des cardiomyopathies, que ce soit la localisation ou la taille du rehaussement tardif, le caractère récidivant des myocardites, la présence de troubles du rythme ventriculaire, mais surtout de bien interroger les patients sur leur histoire familiale et sur leurs antécédents cardiologiques. Le troisième point, c'est sur les modalités de diagnostic de ces maladies inflammatoires. Et là, on a la part belle à l'imagerie de coupe et notamment à l'IRM. L'IRM permet aujourd'hui de porter le diagnostic de myocardite. C'est un changement de paradigme puisque c'était longtemps la biopsie qui garde une place encore dans les myocardites sévères, fulminantes, compliquées, lorsque ça ne répond pas au traitement, mais qui n'est pas en première intention
pour l'immense majorité de nos patients qui présentent des myocardites non compliqués. Un point encore important est évidemment la part des traitements. Et sur la myocardite, le fait que les corticostéroïdes sont autorisés dans les myocardites fulminantes non infectieuses, avec un niveau de preuve qui est nul, mais une recommandation quand même 2A. Dans les myocardites non compliqués, la place des bêta-bloquants pour 6 mois. Et puis dans le spectre opposé, dans les péricardites, eh bien, les recommandations placent les inhibiteurs de l'interleukine 1 dans le traitement des péricardites récidivantes. L'avant-dernier point, c'est le sport. On avait tendance à contre-indiquer le sport pour 6 mois. Il est aujourd'hui contre-indiqué pour au moins 1 mois et puis on peut personnaliser la durée en fonction de différents critères. Et le dernier point, c'est le fait qu'on a besoin de centres experts et d'une équipe multidisciplinaire pour prendre en charge ces IMPS et qui sont des malades par définition complexes qui nécessitent l'expertise de tous. Damien, voilà des recommandations intéressantes. D'abord, elles ont le privilège d'être les premières dans ce domaine. On n'en a jamais eu jusqu'alors. Et elles délivrent des messages importants, d'abord pour le diagnostic, me semble-t-il. Oui, pour le diagnostic, mais c'est vrai que c'est super important d'avoir enfin un cadre diagnostic, déjà de parler des mêmes choses, que tout le monde utilise à peu près les mêmes mots, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc il y a les myopéricardites quand prédomine l'aspect péricarditique, les périmyocardites quand prédomine la myocardite avec éventuellement une petite réaction péricardique, c'est important, mine de rien. Et puis, il y a des critères diagnostiques assez précis qui sont donnés par ces guidelines, dont on avait quand même besoin pour enfin parler d'un même langage quand on affirme un diagnostic. Donc, il y a des critères. Alors, on peut, je ne sais pas si on a le temps tellement de les énumérer. On peut en parler, oui, parce qu'au fond, on voit des gens qui arrivent avec des péricardites récidivantes et on ne sait pas vraiment ce qu'ils font. Et puis, des myocardites, on entend parler de tout et de rien. Une imagerie qui suffit à dire myocardite, est-ce que c'est vrai? Donc quels sont les critères, par exemple, diagnostiques d'une myocardite aujourd'hui ou d'une péricardite? Alors, pour une myocardite, il y a toujours un point d'appel clinique. Et pour avoir un diagnostic, donc il y a soit on a un diagnostic définitif, soit un diagnostic possible, et soit un diagnostic improbable. Pour avoir un diagnostic définitif, il faut avoir soit une imagerie IRM qui répond aux fameux critères IRM de myocardite, soit une biopsie. Donc en 2025, la biopsie représente 1% des cas de diagnostic, bien sûr. Donc l'IRM est devenu incontournable. On ne peut plus parler de myocardite sans avoir une IRM. Donc ça, c'est vraiment un point fondamental. Pour les péricardites, le diagnostic définitif nécessite évidemment un point d'appel clinique aussi, et au moins deux critères qui vont être soit cliniques, c'est le frottement électrocardiographique, ça peut être l'échographie évidemment avec un épanchement, ça peut être l'IRM, avec également du rehaussement tardif au niveau du péricarde, et puis... biologique, syndrome inflammatoire. Exactement. Voilà. Donc la douleur inspiratoire isolée, là... ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Non. Voilà. Ça ne suffit pas. Et sur la prise en charge, donc, qu'est-ce qui change Oui, peut-être juste un mot quand même sur l'imagerie en coupe et notamment sur l'IRM. Et un message très important des guidelines, c'est qu'il faut avoir une IRM bien faite. Et l'IRM bien faite pour une maladie inflammatoire, ça suppose d'avoir, en plus du T1 mapping qui est maintenant fait largement, d'avoir également du T2 mapping. T2 mapping, c'est l'œdème. Le T1 mapping, c'est plutôt le rehaussement tardif, l'inflammation. Une IRM un peu plus longue à faire. Un peu plus longue. Pour le même prix. Voilà. Exactement. Mais indispensable. Il faut bien la faire. Absolument. Et pour la prise en charge, donc on voit arriver des nouvelles molécules, visiblement, dont nous parle Alors la nouvelle molécule, c'est l'anakinra, dont Mathieu montrait maintenant la recommandation de classe 2A, mais ça reste en deuxième intention, certainement pas en première intention, pour les péricardites récidivantes. Et après, ce qui est assez intéressant, c'est le fait qu'à partir du moment où il y a une réaction péricarditique, donc douleur notamment, en plus de la myocardite par exemple, il faut quand même donner un traitement par anti-inflammatoire et colchicine, qui est le traitement de la péricardite classique, mais qu'on peut donner aussi dans la myocardite quand elle s'accompagne de cette réaction péricarditique. Aspirine, colchicine. Oui, absolument. Et c'est habituellement, c'est aspirine ou anti-inflammatoire pour 2 semaines et colchicine pour 3 à 6 mois. Donc c'est un peu différent de ce qu'on fait aujourd'hui habituellement, où on l'aspirine plutôt plus longtemps, etc. Oui, ou quand il y a une myocardite, souvent on dit surtout pas d'anti-inflammatoire. Ou on donnerait, oui, absolument. Très bien, on nous parle des bêta-bloquants aussi dans ces recommandations. Alors, les bêta-bloquants, effectivement, la recommandation de classe 2A pour les 6 mois qui suivent le début d'une myocardite non compliquée.
donc myocardite bénigne, c'est-à-dire 90% ou 95% des myocardites qu'on croise, le bêta-bloquant a un certain bénéfice justifiant cette recommandation. On nous a parlé aussi de génétique, alors que c'est des maladies qu'on croyait être virales ou autres. Il y a de la génétique partout maintenant. Il faut que les cardiologues s'habituent à, d'une part, et Mathieu le rappelle, à interroger les patients sur leur histoire familiale. On n'a pas appris ça à la faculté, donc il faut interroger les patients sur leur histoire familiale, et c'est particulièrement vrai pour les myocardites, qui peuvent être l'expression, pour certaines d'entre elles, de cardiomyopathie dilatée avec certains variants génétiques qui se manifestent sous la forme de poussées inflammatoires. Donc alors on ne va pas faire de la génétique chez tout le monde, mais myocardite récidivante, myocardite avec un aspect IRM très particulier qui est le fameux ring, l'anneau de fibrose, ou des myocardites très graves qui persistent, pensez à la génétique. Et alors il nous donne aussi des conseils pour l'arrêt des activités physiques. On leur dit à tous qu'il faut arrêter. Personne ne sait très bien combien de temps il fallait arrêter. Mais dans les recommandations maintenant c'est 1 mois. Bravo, ben voilà, ça au moins c'est clair. 1 mois quand tout va bien. Quand tout va bien. Les dernières recommandations, c'est la dyslipidémie, qui est les dernières datées de 2019, donc là c'est une réactualisation, et c'est François Diévard qui va nous en parler. Les dernières recommandations sur la prise en charge des dyslipidémies datées de 2019, il y a eu beaucoup de nouveautés consensuelles et factuelles, et les recommandations, l'actualisation, on les a pris en compte. Première actualisation, évaluation du risque, il faut utiliser la grille SCORE-2, SCORE-2-OP chez les patients de plus de 70 ans, avec un poids beaucoup plus lourd des modificateurs du risque, dans lesquels sont inclus le score calcique, mais aussi le dosage de la L-peptidase si elle est supérieure à 50 mg par litre et le dosage de la HS-CRP si elle est supérieure à 2. Autre élément, les traitements. Très important, dans les traitements, il y a des places qui sont validées. La première, c'est les doses de charge de statine plus ézétimib dès l'hospitalisation pour syndrome coronaire aigu. Et l'autre stratégie, chez l'intolérant aux statines, que faut-il faire? Mettre les traitements aux bénéfices validés, donc l'acide bempédoïque, l'ézétimib et les anti-PCSK9. Autre élément, la place des statines dans 2 nouvelles indications, dans certains cas de prévention de la cardiotoxicité des anthracyclines et surtout chez le patient HIV+. Et enfin, dernier élément, ce qu'il ne faut plus faire, mettre des oméga 3, sauf l'icosapente éthyle à 2 grammes x 2 quand il y a une hypertriglycéridémie chez des patients à haut risque. Et ce qu'il faut éviter surtout, ce sont les suppléments alimentaires et les vitamines en prévention cardiovasculaire. Martine, si on revient à la maladie coronaire, et en particulier le syndrome coronaire aigu, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été modifié dans la prise en charge concernant les lipides? Ils ont confirmé ce qui avait été dit dans les recommandations du syndrome coronarien aigu, c'est-à-dire la nécessité, lorsqu'un patient a fait un syndrome coronarien aigu, de traiter d'emblée à haute dose au niveau, d'avoir un traitement lipidique à haute dose et ne pas commencer comme on faisait avant, step by step, et puis avec une augmentation. Donc d'emblée, un patient qui fait un SCA doit avoir un traitement antilipidique à haute dose. Voilà une des nouveautés dans ce domaine-là. En fait, dans l'ACS, on valide un peu ce que font les cardiologues interventionnels depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'on les voit sortir, une fois leur SCA de soins intensifs, ils vont mettre leur stent, et alors là, on voit les ordonnances des cardiologues interventionnels avec des doses de statine qui sont 2 ou 3 fois celles que nous prescrivons, nous, cardiologues interventionnels. Votre attitude a été validée. Exactement. Et c'est pas si fréquent. À force d'insister, vous y arrivez.